bienvenue à tous dans ce 12-45. Voici les titres de ce vendredi 6 août. L'enquête sur la mort du petit Enzo rebondit. Un chauffeur-livreur vient d'être mis en examen. Il aurait fauché involontairement le petit garçon le 9 juillet dernier. La colère des plagistes de Pamplonne dans le golfe de Saint-Tropez. La mairie de Ramatuelle veut limiter le nombre de restaurants sur la plage en application de la loi littorale. La Russie toujours dans les flammes, les feux s'approchent désormais dangereusement de sites à risque. Faut-il craindre un nuage radioactif? Les explications dans quelques instants. Et à la fin de ce journal, nous partirons à la rencontre de R2, ce robot astronaute qui nous ressemble, devrait s'envoler pour l'espace, une première du genre. La mort du petit Enzo peut être élucidée. Un chauffeur-livreur vient d'être mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Il est soupçonné d'avoir renversé le petit garçon de 6 ans début juillet. Le conducteur ne se serait rendu compte de rien. Le récit d'Ingrid Carré. Le chauffeur-livreur avait déjà été entendu dans cette affaire, puis remis en liberté. Mais cette fois-ci, l'enquête plus approfondie sur la mort d'Enzo le 9 juillet dernier a permis de réunir de nouveaux éléments. Des cheveux de l'enfant auraient notamment été retrouvés sous le véhicule, ainsi que d'autres indices. La présence sur le corps du petit Enzo de dessins de pneus dont la structure est identique à celle des pneus avant du camion. L'homme d'une quarantaine d'années avait effectué une livraison chez les parents du petit garçon. C'est en repartant quelques minutes plus tard qu'il aurait renversé l'enfant sur le bord de la route. Il reconnaît ne pas avoir regardé sa caméra de recul, mais affirme ne rien avoir remarqué d'anormal. Pour lui, il ne s'est rendu compte de rien, sinon bien sûr il se serait arrêté. Telles sont ses déclarations. Le chauffeur, très accablé, a été mis en examen pour homicide involontaire et laissé en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une reconstitution. Il encourt une peine de 3 ans de prison. La famille d'Enzo dit ne pas en vouloir aux livreurs. Il s'agit pour eux d'un accident tragique qui aurait pu leur arriver. C'est un véritable drame qui s'est déroulé hier en Haute-Corse sur la plage de Corbara. Un homme de 43 ans est mort en tentant de sauver son fils de 9 ans dans une mer agitée. Secouru par les sauveteurs, le garçon est sain et sauf, mais son père a succombé à un malaise cardiaque. Une seconde personne, qui s'était aussi jetée à l'eau avant l'arrivée des sauveteurs, est toujours portée disparue. Le 25 juillet dernier, en une seule journée, plus de 40 personnes ont dû être secourues dans le même secteur. Il pourrait détenir un bien triste record. Un jeune cambrioleur de 19 ans a reconnu 150 vols avec effraction. Il opérait depuis 3 ans à Colombes, Bois-Colombes et dans le Val d'Oise. Trahi par une empreinte digitale, il a finalement été arrêté. Son butin se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La polémique enfle à Pamplonne, dans le golfe de Saint-Tropez. La mairie de Ramatuelle veut limiter le nombre de restaurants sur la plage en application de la loi littorale. Le site est classé et beaucoup vont devoir détruire leurs installations. Reportage de Dominique Guido et Olivier Levasseur. Le symbole ne peut pas être plus clair. Pamplonne est désormais en résistance. 4,5 km de littoral mythique et des plages privées qu'il faudra démonter. Il y a 27 établissements privés, ils veulent en supprimer tous nos radiers, c'est-à-dire qu'on disparaît tous. À l'origine, ce schéma d'aménagement voté début juillet par la commune. Le document veut protéger la dune, classée espace naturel remarquable, mais grignotée par la mer au fil des ans. Pour réaménager, il faut d'abord tout enlever. La plage change, elle est exposée de plus en plus aux caprices de la météo. On ne peut pas laisser la plage de Pamplonne dans cet état-là. Il faut qu'on s'y mette tous et que l'on réussisse un projet qui soit à la hauteur de ce que représente ce site. À terme, le schéma d'aménagement réduit aussi l'espace attribué aux plages privées. 5 d'entre elles devront disparaître et celles qui restent réduire leur superficie. Difficile à avaler dans ce haut lieu de l'été. On a une plage, on investit dans du vent finalement parce qu'on risque de disparaître du jour au lendemain sur un ordre qui est donné comme ça. On va se battre pour essayer de garder ce joyau. C'est vrai qu'il faut peut-être aménager, faire certains aménagements, mais pas une destruction totale. En saison, Pamplonne représente 700 à 900 emplois et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une plage de stars et souvent d'excès. Excès qu'il faudra sans doute oublier. Faute de faire la fête, on pourra alors toujours compter fleurette. Sur la plage abandonnée. Et sur la route, dans le sens des départs, la journée est classée orange. Demain, Bison Futé passera au rouge et même au noir dans l'ouest, la région centre et le sud-est du pays. Dans le sens des retours, c'est vert pour aujourd'hui et orange dans le sud-est. Demain, ce sera rouge.
Les incendies continuent de faire rage en Russie. Les feux s'approchent désormais dangereusement de sites à risque. En cas d'incendie, des particules radioactives pourraient être libérées dans l'atmosphère. Les explications d'Irène Candel. Périmètre de sécurité et clôtures électriques, nous sommes dans la région de Sarov, près d'un centre nucléaire ultra sensible. Aujourd'hui, seuls des robots anti-incendie télécommandés peuvent y accéder. Ici, il y aurait des stocks de plutonium, d'uranium enrichi et des bombes atomiques en cours de démantèlement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces sites historiques, celui-ci a été établi en 1946, au temps de Staline, ils ont plus d'un demi-siècle, c'est des véritables dépotoirs de déchets et ils ont été construits dans la forêt justement pour éviter les intrusions humaines. Il y a les sites secrets dont l'existence est révélée ou non, et puis il y a les lieux dangereux bien connus de tous, comme les abords de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dont le réacteur avait explosé en 1986. Le risque d'un nouveau nuage radioactif est bien réel. Si la végétation alentour venait à brûler, elle diffuserait dans l'atmosphère les radiations qui la contaminent toujours. Les incendies en Russie concernent l'Europe tout entière, car plus de 20 ans après, on sait de façon certaine que les fumées n'ont pas de frontières. Un été décidément dramatique pour la Russie. La canicule et la fumée liées aux incendies de forêt font exploser le nombre de victimes. On dénombre 50% de morts en plus rien qu'à Moscou, soit 5000 morts supplémentaires par rapport au même mois de l'année dernière. Dans le monde et en images, commémoration du 65e anniversaire du bombardement nucléaire sur Hiroshima. Pour la première fois, l'ambassadeur américain est venu assister à la commémoration. Des milliers de personnes se sont couchées par terre à la minute même où avait eu lieu l'impact de la bombe. Le 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay larguait une bombe atomique sur la ville japonaise, provoquant la mort de près de 150 000 personnes, soit la moitié de la ville. Les pluies torrentielles au Pakistan n'en finissent plus de faire des ravages. 4,5 millions de personnes sont désormais affectées par les inondations. Selon un nouveau bilan donné ce matin par l'ONU, les besoins sont, je cite, totalement impressionnants, affirment les humanitaires sur place. Ces pluies de mousson records qui touchent également l'Inde et la Chine ne donnent aucun signe de faiblesse. BP a annoncé le succès du colmatage de la fuite du pétrole dans le golfe du Mexique. Depuis le 20 avril et l'explosion de la plateforme pétrolière, 780 millions de litres se sont répandus dans les eaux de la région, provoquant la pire marée noire de l'histoire. Les grévistes du mondial en Afrique du Sud vont-ils être sanctionnés collectivement? Le Conseil fédéral de la Fédération française de football examine depuis ce matin les conclusions de la commission d'enquête chargée de trouver les responsables de la grève des Bleus le 20 juin à Naïsna. Le président de la fédération, Fernand Duchossois, prône une sanction mesurée, au contraire de Lilian Thuram, partisan notamment de l'exclusion définitive du capitaine Patrice Evra. Les colonies de vacances tournent quelquefois au zéro de conduite, sauf dans celle de Bagnoles, dans le Gard, où l'on ne tolère aucun dérapage. Tous les adolescents sont là pour apprendre à conduire, accompagnés bien sûr par des moniteurs chevronnés. Reportage de Jérôme Ragali. Pendant que leurs copains profitent de la plage, eux planchent sur les questions du code de la route. Réponse B. Impéder le passage? Non, regarde, c'est marqué sur le panneau. Un stop. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un stop? On s'arrête. Tout simplement. Car ici, ça ne rigole pas, 10 heures de code par jour minimum. Forcément, ça ne rend pas très joyeux. C'est fatigant. Ouais, c'est très intensif, donc... Mais sinon, ça va. C'est une mission, on va dire, presque impossible, mais on y arrive souvent. Il n'y a pas d'activité donc en dehors du code. Donc la journée, c'est le code et le soir, c'est le code. 4 jours seulement pour tout ingurgiter. Ensuite, place à la conduite. Alors à la pause déjeuner, on souffle un peu. En tout, ils passeront 20 heures au volant, dont une chargée en sensations pour ces conducteurs débutants. Nous, on va essayer de les sensibiliser un petit peu à essayer de gérer leur voiture en cas de perte d'adhérence et surtout d'avoir le bon réflexe. Ça part dans tous les sens, hein. C'est dur à contrôler, même c'est impossible pour l'instant. Ouais, ça fait un peu peur, quoi. Enfin, pas. Là, ça va, c'est fait exprès, mais en situation normale, tu vas bien avoir peur, je pense, quand même. 3, 4, les pouces en avant! Les pouces en avant! Et c'est en fin de journée que ces apprentis conducteurs se transforment en ados de colo. Au final, en moyenne, 95% d'entre eux obtiendront leur conduite accompagnée.
Il leur restera encore un mois pour profiter de l'été. Et lui n'a peur de rien, il nous ressemble un peu, il va bientôt partir dans l'espace pour un job d'assistant. R2, le robot à tout faire, ce n'est pas de la science-fiction, mais un projet bien réel de la NASA. Les explications de Karel Ternier. Petit échauffement matinal, on travaille d'abord les articulations, la tête, les mains, les doigts. On enchaîne ensuite avec des exercices de musculation. R2, le nouveau robot de la NASA, suit un entraînement intensif et pour cause, dans quelques mois, il va rejoindre la Station Spatiale Internationale. Il aura pour mission d'assister au mieux les astronautes. Il vient d'ailleurs de faire leur connaissance. Salut R2, enchanté. Comment ça va? R2, c'est 136 kilos de haute technologie, le fruit de la collaboration entre les meilleurs ingénieurs de la NASA et ceux du constructeur automobile General Motors. Le résultat est bluffant. R2 peut accomplir des centaines de tâches, saisir des objets, les déplacer, le tout avec beaucoup de précision. L'Android a été construit en kit pour permettre sa progression. On peut remplacer un bras, une main, la tête. Et ça nous permettra d'envoyer individuellement depuis la Terre de nouvelles parties du robot, plus performantes. Pour l'instant, R2 n'a pas de jambes, mais cela ne devrait pas l'empêcher de sortir dans l'espace. Cela fait partie de ses objectifs. Pour être dans l'air du temps, ses créateurs lui ont attribué quelques options supplémentaires comme pianoter sur un téléphone ou écrire. R2 a même son compte Facebook avec 937 amis qui l'encouragent dans sa mission. Le départ pour les étoiles est prévu mi-décembre. Souhaitons-lui bonne chance. Bonne chance donc. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir, le 19h45, présenté par Céline Bosquet. Très bonne journée sur M6.